Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici de nouveau en votre compagnie en cette fin de journée, fin de week-end. On espère d'ailleurs qu'il a été merveilleux pour vous et que ça roule plutôt bien sur la route des retours par exemple. Salut Pierre. Coucou Maloulou, bonjour à tous. Ça va ? Moi ça va plutôt pas mal. Après je me mets à la place de tous ceux qui vont nous écouter maintenant, là dans quelques minutes. Vous allez bien là dans votre voiture, chez vous, tout va bien, reposez. Alors inspirez bien parce que dans quelques minutes on va vous mettre en colère. Mais exactement. On adore ça. Je vous propose aussi bien sûr, on vous rappelle le dernier sujet. C'est un nouveau rendez-vous dans Ça roule. Il aura lieu entre 18h45 et 19h. Vous avez la parole. C'est vous qui nous appelez au 0826 300 300. Tout ce que vous voulez dire sur ce qui se passe sur les politiques routières aujourd'hui, sur ce qui vous énerve, sur ce qui vous plaît. En débat bien sûr avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Vous venez nous rejoindre. Un sujet juste avant d'ailleurs ce rendez-vous, Pierre, ce sera l'autonomie des fameuses voitures électriques. La vérité, il y a un truc moi qui me rend fou, mais c'est quand on voit des publicités à la télé où on vous dit alors la nouvelle Zoé jusqu'à 395 km d'autonomie. Alors là le gars il parle à sa femme, il dit écoute tu vois nous on fait Paris-Nantes, bon normalement ça va peut-être le faire si on roule vraiment un petit peu doucement, on tire la batterie. Ouais. Regarde chérie, moi je sais faire, je suis fort. Et après on monte dans la voiture. On va dans l'autoroute, au bout de 200 bornes, il n'y a plus personne. On est en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Bref, on va tout vous dire de la réelle autonomie parce que tout se cache, toute la vérité se cache dans le jusqu'à 395 km. Entre autres, il n'y a pas que Renault, ils sont pas parmi les pires d'ailleurs. C'est ça. Et puis Paris-Nantes, c'est exactement 384 km par autoroute, donc vous avez raison, c'est un peu patron tendu. Alors, c'est un peu tendu. C'est qui le patron? Les fameuses en conditions de réelle utilisation. utilisation. On en parlera en détail, évidemment, lors du rendez-vous. Et le sujet qui va nous intéresser dès maintenant, les ZFE. Eh ben oui, on est en plein dedans. Il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe dans leur région. Il y en a qui vont se faire avoir. Les zones à faible émission, on en parle en détail avec notre invité. Attention, on a nommé ce sujet interdiction de rouler en France. C'est parti. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Avec notre ami Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité, entre autres pour 40 millions d'automobilistes. Moi, j'ai hurlé, Pierre, quand je suis rentrée de vacances. Enfin, j'ai hurlé. J'ai été extrêmement choquée et surprise. Sur mon GPS, que ce soit dans ma voiture, sur mon téléphone, une espèce de tache rose sur l'Île-de-France est apparue, comme elle est apparue dans d'autres métropoles. Cette tache rose sur GPS, sur mon plan, me démontre que si je n'ai pas la bonne voiture, je suis interdite de rouler maintenant. Exactement. Si vous avez d'autres applications connectées, on va vous proposer, quand vous l'allumez, on va vous dire ajoutez un pass. Mais un pass de quoi? Alors moi je me suis dit mais mon pass sanitaire, non, ça n'a absolument aucun sens. Voilà, je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Pourquoi on me demandait mon pass sanitaire pour rouler dans ma voiture? Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lis la petite ligne en dessous et là on m'a dit mais oui mais vous êtes dans une zone à faible émission, vous allez bientôt rentrer dedans. Donc commencez à rentrer votre vignette critère pour savoir quelle est votre voiture. Et donc, messieurs, dames, écoutez-moi bien. Dans quelques mois, dans quelques semaines, 60% des véhicules des Français, à peu près, vont être interdits de circuler sur la majeure partie du territoire. Enfin, une minorité. Sur les grosses zones métropolitaines. Ouais, mais pour l'instant. C'est là où on roule. Alors attention. Pour débuter. Je vous vois venir. Vous êtes en campagne, vous dites ouais, Pierre Chasseret, moi je m'en fiche. Moi là où j'habite, ça n'existe pas. C'est des trucs de Parisiens, ça. Combien de fois on me l'a dit, les trucs de Parisiens. Et au fait, non, c'est pas des choses de Parisiens. Parce que quand vous allez partir en vacances et que vous allez traverser une grande ville, on va faire comment? Je vais vous dire exactement les métropoles et ensuite on donnera la parole à Fabrice Godefroy qui a des choses à dire. Parce que tout à l'heure, avant de commencer, on s'est parlé tous les trois. Il y a quand même des choses qui sont aberrantes sur la façon dont on ne se rend pas compte qu'on ne va plus pouvoir rouler. La métropole de Lyon, Grenoble, Alpes Métropole, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, ça c'est fait. Métropole d'Aix-Marseille-Provence, Nice Côte d'Azur, métropole Toulon-Provence Méditerranée, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée. Une seconde, je t'interromps une seconde. Attends, écoutez bien, métropole. Laurence, vous dit métropole, c'est pas juste la ville, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ce que je disais exactement. Eurométropole de Strasbourg, métropole Rouen, Normandie. Eh ben ça y est, c'est parti, on n'a plus le droit de rouler. Ben voilà, métropole Rouen-Normandie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça veut dire que quand vous êtes à quelques kilomètres de Rouen et que vous avez un rendez-vous chez l'ophtalmo pour votre gamin, eh ben vous pouvez pas y aller. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Fabrice Godefroy, est-ce que les Français ont conscience véritablement de ce qui se passe actuellement dans les restrictions de circulation? Alors, qui n'a pas le droit de rouler d'ailleurs aujourd'hui sur ces ZFE? Alors vous parliez déjà du pass de circulation, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors
Voilà, tu as ton pass ? Pour ces grandes métropoles, alors pour l'instant oui, mais ça va aller très très vite. Alors pour ces 11 grandes métropoles, mais attention, ça va aller encore plus loin parce que avant fin 2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants vont être obligées aussi de les mettre en place. Ça, c'était dans la loi climat de 2024. Interdiction de rouler de 8h à 20h pour quel type de véhicule ? Alors, concrètement, alors, ceux qui nous très écoutent. concrètement, parce que c'est extrêmement complexe, parce que pour l'instant, c'est complètement anarchique. C'est-à-dire que les villes actuellement qui les ont mises en place, que ça soit Paris, Lyon, Grenoble, ont mis des systèmes différents. À Paris, c'est la ville où on est allé le plus loin. Donc, on a déjà supprimé la 4 et 5. On n'a déjà plus le droit de rouler avec ces vignettes critères-là. Alors ça veut dire tous les véhicules diesel d'avant 2011 ? Oui, alors 4 et 5, c'est surtout à partir de l'année prochaine que ça va être très dur, où là, le chiffre va peser. C'est 3, 4 et 5 à partir de l'année prochaine. Ça, c'est 48% du parc roulant. Ça, c'est tous les véhicules diesel d'avant 2011 et tous les véhicules essence d'avant... Diesel avant 2011 et tous les essences avant 2006. 3, 4 et 5. Donc ça, c'est pour l'année prochaine à Paris, mais pour toutes les villes, ça sera le minima pour toutes les métropoles qu'on a fait avant fin 2024. Alors, c'est compliqué, donc on va essayer de bien répéter. Alors, vous avez une voiture qui est soit un véhicule diesel d'avant 2011, soit un véhicule essence d'avant 2006. Vous êtes touché. Vous faites partie de ces 6 Français sur 10, quasiment 5 Français sur 10, qui ne vont plus pouvoir rouler dans des grandes métropoles, dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Et dans toutes les métropoles, c'est-à-dire les petites villes qu'il y a autour. Qui est concerné autour de la table ? Moi, déjà, je suis concerné. Alors, pas encore, mais mon fils est concerné. Sa voiture date de 2010. Elle est en diesel, donc autant vous dire que ça va être compliqué. Et puis, il y a évidemment les particuliers, mais il y a aussi les professionnels, parce que vous avez une histoire qui vous touche dans votre société, Fabrice Godefroy, à Lyon, par exemple. Parce que Lyon est allé encore plus vite que Paris, mais que sur les VUL et les poids lourds, c'est-à-dire les véhicules utilitaires légers, donc les petites camionnettes. Et ils ont déjà éliminé, aujourd'hui, les vignettes 5, 4 et 3. Donc, c'est 8000 véhicules à Lyon qui ne peuvent plus rouler en société. Donc, nous, notre dilemme, on a une société là-bas. Quel est le dilemme là-dessus ? Parce qu'on a des véhicules, on les remplace par quoi ? On les remplace par des véhicules essence. Bon, déjà, il faut qu'il y ait l'offre sur ce genre de petits véhicules. Des vélos cargo. Et après, attention, donc ces véhicules essence, c'est plus de consommation. Donc pour des gens qui roulent beaucoup, une flotte d'entreprise, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est la première chose. Et après, les véhicules électriques. Les véhicules électriques ne sont pas adaptés parce qu'on n'a pas la charge utile pour pouvoir le faire et on n'a surtout pas l'autonomie pour la journée. Donc, en plus, on n'a pas l'alternative. À part les vélos cargo. Parce que t'as pas d'idée. Bon, t'as pas d'idée. Chris Froome va bientôt prendre sa retraite. Tu as des grands coureurs cyclistes qui sont jeunes retraités, Sylvain Chavanel, tu les prends, tu les mets sur des vélos cargo et ils livrent les pièces auto. Mais non, mais concrètement, en fait, c'est que là, on est vraiment face à un vrai problème. C'est-à-dire que toute cette politique européenne, puisque c'est vraiment l'Europe, il n'y a pas que la France. Commission européenne. Voilà, il n'y a pas que la France qui est touchée par les zones à faible émission. Nous, on va très loin. Mais ceci dit, on a mis le curseur encore plus haut. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout qu'on nous a soi-disant prévenu. Combien sont-ils à nous écouter ce dimanche en fin de journée à ne pas savoir que dans leur zone, il faut une vignette critère. Tous. Je pense que personne n'est au courant parce que personne n'en parle. Parce qu'il n'y a que Paris qui avait été soi-disant annoncé, mais il y en a partout. Et puis c'est le problème des médias. Alors moi j'allume ma télé comme tout le monde, de temps en temps le matin, on met un peu les chaînes d'infos en continu. Et à chaque fois c'est la même chose. J'entends toujours les journalistes dire « Ah oui, et à Paris, alors quel temps fait-il à Paris ? Alors à Paris, mais à Paris, c'est 2 millions d'habitants, Paris. La banlieue... Intramuros, 12 avec 12 millions d'habitants. C'est ça, mais Paris c'est 2 millions. Donc il y a 10 millions autour, là déjà en banlieue, qui se reconnaissent pas dans la vie d'un Parisien, parce que ça n'a rien à voir, la vie d'un banlieusard, la vie d'un Parisien, c'est pas la même. Et ensuite, 68 millions de Français, moins 12 millions, on voit ce qui reste, ça c'est tous ceux qui sont pas concernés du tout, et qui se disent, la zone à faible émission me touche pas. Alors, on va se dire, prenons Nantes, métropole nantaise, on peut se dire que celui qui habite, je sais pas moi, du côté de Roubaix, il s'en fiche. Sauf qu'un jour, s'il passe par ces grandes villes... La métropole lilloise, elle va y passer. Hein. Mais celui qui passe par ces grandes villes, notamment pour éviter des axes autoroutiers qui sont très chers, trop chers, eh bien, vous allez passer par les routes. En passant par les routes, vous ne pourrez plus rouler. Alors, concrètement. Ce qui est terrible dans cette histoire-là, c'est que, alors on parle de l'écologie par rapport à ça, mais c'est une obsolescence programmée qu'on a organisée par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une bombe à retardement, ce truc. On a créé une date de péremption sur les cartes grises. C'est-à-dire que quand ils ont acheté la voiture, on ne leur a pas dit qu'ils ne pourront plus l'utiliser au bout d'une certaine date. Là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc c'est vrai que concrètement,
C'est assez affolant. Puis en plus, là, on parle de la vignette 3, 4 et 5, 48% du parc roulant. Mais quand la vignette critère 2 va sauter, donc en 2024 à Paris, 2026 à Lyon, on parle de 80% du parc roulant. Parce que c'est tous les diesels, même les diesels modernes qui sont vendus aujourd'hui. Et les essences aussi. Qu'on a acheté avec une prime à la reconversion à fin juin, ce qui est quand même fou. Et les essences avant 2011. Ah bah oui, donc alors, c'est sûr que c'est fou. Moi, je vous propose de continuer d'en parler dans quelques instants avec vous aussi au 0826 300 300. Venez nous donner votre idée. Est-ce que vous aviez compris que votre zone votre métropole était concernée? Est-ce que vous saviez qu'il fallait une obligation d'avoir une vignette critère sur son véhicule? Voilà, vous venez de nous dire tout ça. Est-ce que vous savez que demain votre véhicule ne vaudra peut-être plus rien? C'est ça. On en parle avec vous, 0826 300 300, et vous nous retrouvez bien sûr sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Interdiction de rouler, interdiction de circuler en France, ça y est, 11 zones à faible émission en 2021. Si vous étiez avec nous en début de rendez-vous, on a un petit peu posé les choses. Qui n'a plus le droit de rouler? Toutes les zones métropoles, il y en a 11 actuellement en France qui sont touchées. Et évidemment, on va continuer d'en parler parce que c'est un vrai sujet. Et tu avais raison, Pierre, de dire que ça va poser un vrai problème, certes pratique, mais social énorme aussi. C'est une bombe à retardement politique. Je voudrais vraiment insister sur ce point. Il est capital, entendez bien. À partir de 2024, maximum, c'est-à-dire ça peut venir avant, mais à partir de 2024, l'échéance, elle est claire, elle est brute, elle est votée à l'Assemblée nationale. C'est pas un truc comme vous me dites parfois en appelant l'association en disant « Ouais, mais ils le feront pas ». C'est fait parce que c'est voté, c'est acté. C'est-à-dire que si on se soulève pas à un moment donné, eh bien on va y aller tout droit. Moi, je dis que c'est une bombe à retardement politique, et autour de la table, on accueille Sylvain Resser. Exactement, qui nous rejoint aussi pour le deuxième sujet concernant les véhicules électriques et leur autonomie. Vous êtes journaliste expert automobile, entre autres au Figaro, mais pas seulement. Vous êtes arrivé, on en parlait avec Fabrice Godefroy, qui est notre expert mobilité, cette histoire de ZFE. Oui, bonjour. Effectivement, comme le dit Pierre, c'est un peu une bombe à retardement. Et vu le contexte, on est encore Covid. On vit encore une crise sanitaire. Je pense que la sagesse aurait voulu qu'on décale un petit peu la mise en place de ces dispositifs. Oui, parce qu'en plus, si on résume, cette zone à faible émission ont été votées à l'Assemblée nationale pendant la crise sanitaire, votées au Sénat pendant, alors légèrement aménagé au Sénat, mais tout a été retoqué à l'Assemblée. Donc, dans la loi climat et résilience. Ouais. Tout a été voté, tout a été fait pendant une période de crise sanitaire où personne n'en parlait. Donc le constat, je crois qu'il y a une étude qui est tombée, Fabrice Godefroy, qui disait qu'il y avait 6 ou 7 Français sur 10 qui ne... Alors, même pas à savoir si ça s'appliquait à eux, les Français qui ne savaient même pas ce que c'était. Bien sûr, bien sûr. Faut pas leur en vouloir, on leur a pas dit. Il y a certaines régions d'ailleurs, on commence à leur dire, moi je me rappelle, je voyage beaucoup pour mon travail, il y a des régions qui sont concernées maintenant, qui ne connaissaient même pas le mot critère ou zone de faible émission. Et maintenant, ça y est, on commence à leur demander de les acheter, ces vignettes critères. Donc, ils vont commencer à être concernés. Et puis là, on parle des voitures, mais il y a aussi les motos qui sont concernées. Donc, ça va être un véritable marasme par rapport à cette mobilité-là. Lolo, moi, quand je vois ça, je me dis là, on va vers une crise qui va nous mettre, je dis toujours gilet jaune puissance 10, parce que le jour où on va toucher à la mobilité des gens, le jour où on va dire aux gens, toi, t'as plus le droit de rouler, toi, t'as des baskets, tu rentres, tu rentres pas, toi, c'est exactement ça. Interdiction de rouler. Ségrégation sociale par le fric. Sylvain ? En plus, si les gens n'achètent pas de voitures plus récentes, que ce soit des occasions récentes ou des voitures neuves, c'est pas de la coquetterie. Évidemment. Parce que c'est très agréable d'avoir une voiture récente, une voiture neuve. Ouais. C'est que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant pour acheter ces véhicules. Quid, Sylvain Resser du Figaro, de l'après ? C'est-à-dire tous ces véhicules qui vont être mis à la décharge, on en fait quoi en termes d'écologie ? Tous ces véhicules d'aujourd'hui, puisque vous disiez 2024-26, c'est 80% du parc roulant, puisque les critères 2 seront concernés. Qu'est-ce qu'on fait de la masse de véhicules au niveau écologique ? On m'explique un peu ? D'autant plus, il y a des pays qui vont être très contents de les récupérer. Voilà. D'autant plus, donc on va polluer ailleurs. En fait. Ça. D'autant plus qu'actuellement, le parc est en train de vieillir, justement. C'est-à-dire qu'on a mis des primes à la reconversion, on a mis des bonus, surtout sur le 100% électrique et sur l'hybride. Et en fait, finalement, le parc est en train de vieillir parce qu'il n'est pas adapté. Et puis en plus, il y a la crise. Alors, donc c'est vrai. Le parc français vient de passer le parc à 11 ans. Il était à 10 ans, il est passé à 11 ans. Le parc, c'est tous les véhicules qui circulent en France en ce moment. C'est-à-dire que la moyenne d'âge, c'est 10-11 ans. Donc ça fait...
on voit bien que c'est une hérésie. On est en train de dire aux gens que dans 2-3 ans, ils ne peuvent plus rouler, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture, on sort d'une crise, on a tous morflé un peu, hein. Voilà, et ceux qui n'ont pas morflé tout de suite, on va être très clair, l'année prochaine, ça va être compliqué, on en ressent tous un peu les effets. Donc, changer Titine, en plus Titine qui n'a pas roulé depuis, moins roulé depuis 2 ans, moi je vois pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt, surtout que j'ai essayé de chercher au-delà de tout ce qui peut nous venir à l'esprit. Je me suis dit, tiens, on va se rappeler quand on était gamin, quand on a eu le permis, on n'a pas acheté une voiture neuve, hein, on a acheté une vieille bagnole. Donc ça veut dire que les gamins qui passent leur permis, ils n'ont plus le droit d'acheter une voiture, ils n'ont plus le droit de rouler. Non, mais une bonne mesure, ça aurait été déjà de rajeunir le parc. Parce que c'est bien gentil les voitures hybrides ou électriques, mais ce sont des voitures qui sont chères à l'achat. Et donc, tout le monde n'a pas les moyens de rouler dans ce type de voiture. Fabrice Godefroy ? Alors, en plus, ce qui n'est pas du tout cohérent, c'est qu'on avait une prime à la reconversion à une époque sur les moteurs thermiques et même d'occasion, et notamment diesel. Bien sûr. Alors qu'on soit pour ou contre, c'est pas le problème. On avait une prime à la reconversion sur le diesel jusqu'à fin juin. Et ces véhicules qu'on a achetés donc jusqu'à fin juin avec une prime à la reconversion, on ne pourra plus rentrer, notamment en Île-de-France, enfin dans le Grand Paris et à Lyon. Alors 2024 pour Paris et 2026 pour Lyon. Moi, j'habite donc c'est fou. À 15 km de la porte d'Orléans. La 86 borde ma ville. Dès que je passe la 86, je sors de ma ville. Si je n'ai pas une voiture en 1, 2 ou 3, je ne peux plus rouler. Mais ça, c'est rigolo. Franchement, mais c'est incroyable ce que j'ai vu sur le dans le genre de GPS. choses qu'aurait plu à la grande époque de Jean-Pierre Pernaut quand il faisait les incohérences en France, celle-là, elle est magique. C'est-à-dire que là, Fabrice nous dit, vous avez touché une prime d'Emmanuel Macron pour acheter un véhicule diesel qui ne pourra plus rouler dans 3 ans. Combien il ne peut plus rouler dans 3 ans. C'est magique. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce ZFE ? Rien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est complètement emprisonné dans leur politique et de toute façon, on ne peut pas réagir. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que puisqu'on n'a plus de moyens législatifs d'agir, puisqu'on n'a plus de moyens par la loi, il reste 2 armes. La première, c'est le bulletin de vote. Ça, tout le monde la connaît. On a des échéances qui arrivent l'année prochaine. Vous n'êtes pas d'accord avec les zones à faible émission, réfléchissez à qui les met en place. Voilà, facile. Ensuite, la deuxième arme, malheureusement, ce sera gilet jaune puissance 10. Parce que ce qui va se passer là, pas gilet jaune au sens de ce qu'on a pu voir sur le mouvement anti-débordel. Non, je parle de gilet jaune, l'initiative. C'est-à-dire ce qui est parti de la voiture, comme la taxe sur les carburants. Les 3 centimes du carburant, c'était pipi de chat. Ça, on te dit, tu n'auras pas le droit de rouler. Messieurs, Sylvain Resser du Figaro, expert automobile, entre autres. Fabrice Godefroy, expert mobilité, 40 millions d'automobilistes. Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes. Et si ils avaient raison ? Et si on devait de plus en plus avoir ces zones de faible émission pour faire en sorte que notre planète aille mieux, que notre air respiré soit mieux. Parce qu'on nous dit que la ministre nous le dit, d'ailleurs c'est sur le site officiel du gouvernement, que la pollution c'est 40 000 décès prématurés par an. C'est marqué. Alors s'ils avaient raison, votre réponse. Alors ça, je vais réagir sur les fameux 48 000 morts par an. Déjà, les gens qui prononcent ce terme-là n'ont jamais eu le rapport. C'est un rapport de Santé publique France qui est sorti en 2016. Il parle pas, à chaque fois on l'attribue à l'automobile. C'est quand même fantastique, comme toutes les restrictions d'ailleurs. C'est pas du tout ce que dit le rapport. Lisez-le. Déjà, on parle de la pollution atmosphérique. Non, en fait, c'est une perte, c'est une espérance de vie qui serait réduite de quelques mois à quelques années, liée à la pollution atmosphérique dans son ensemble. Et pour des personnes en fragilité absolue. Dans un monde où on vit de plus en plus longtemps d'ailleurs. Donc qu'est-ce que c'était avant ? Mais alors, s'ils avaient raison, vous n'avez pas répondu à ma question. On nie pas le fait qu'il y ait des efforts à faire pour réduire la pollution, mais en même temps, la voiture va pas sauver la planète. Donc une mesure qui aurait été quand même un peu plus de bon sens, c'était de rajeunir le parc et d'attendre un peu et déjà d'informer les citoyens, la société sur ces ZFE et les vignettes critères, et puis d'y aller, d'avoir un calendrier un peu plus... Moi, j'avais proposé... Un peu plus échelonné, on va dire. J'ai proposé aux sénateurs et aux députés qui m'ont auditionné pour l'association, j'ai proposé une bouée de secours. Vous savez, en politique, comment ça se passe ? Quand ils ont balancé une idée, ils veulent pas faire marche arrière, sinon ils ont l'impression de pas être des hommes d'État, ils se voient tous présidents, ils veulent tous devenir ministres, et blablabla, etc. Ça s'appelle l'ambition politique. Je leur ai proposé une sortie de crise géniale. Je leur ai dit, on va décaler l'agenda. C'est-à-dire, vous lancez vos zones, là, vous lancez vos zones qui servent à rien, ok, pas de problème. Lancez vos trucs. Mais on va décaler de 5 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, vous dites on expérimente.
Donc, hop, tac, on a gagné 5 ans. Ensuite, on met en place des zones à faible émission avec des dérogations. Dérogations pour quasiment tout le monde. C'est-à-dire dérogations... Non, mais ça sert à rien, mais si, parce que tu fais des dérogations pour des choses, mais tu essaies d'envoyer le signal. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est plus un truc qui devient mécanique. C'est pas tu as le droit, ça veut dire que tu es quand même obligé. Donc, dans ta tête, tu te dis, il faut que je change. Et ça fait l'effet Macron. Quand il dit, si on veut aller prendre un café, eh bien, il faut son passe vaccinal, ça veut dire va te faire vacciner, c'est pareil. Et bien là, c'est exactement la même chose. On aurait pu gagner du temps, lisser, et laisser quoi? Au lieu de laisser 3 ans aux gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en 3 ans? Eh bien, on se débrouille pour que ça fasse 10, parce que 10 ans, c'est le temps de vie d'une voiture, et c'était gagné. Et je pense qu'on n'a pas eu de réflexion globale sur la mobilité, parce qu'en fait, il y a des gens qui roulent tous les jours, qui prennent leur véhicule, mais certains déplacements, ils pourraient s'en passer avec leur véhicule. Ils pourraient prendre des moyens de transport alternatifs. Et en fait, il n'y a pas tout ça. Donc, il n'y a pas eu de réflexion globale de la mobilité. Fabrice Godefroy, pour conclure. Alors, en plus de ça, parce que les zones de faible émission, c'est pas une nouveauté en France, ça existe dans plein d'autres pays européens, et depuis bien longtemps d'ailleurs. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que tout ce système repose sur un système de vignettes critères qui a été évalué, qui a été fabriqué en 2016 sur un état des lieux des véhicules 2015. On est en 2021. Ouais, depuis, il y a eu des évolutions de normes et on l'a pas remis à jour. Donc, en plus de ça, on fait reposer ce système-là sur un système qui est obsolète, qu'on aurait besoin de revoir. Parce que, je rappelle quand même une chose, quand on dit en 2030, plus d'essence à Paris, parce que 2024 plus diesel, 2030 plus d'essence. C'est plus de vignette critère 1. Et c'est mais plus d'hybride. vignette critère 1, attendez, c'est plus d'hybride. Parce que les hybrides Paris sont dans la vignette critère 1. Il faut Grand Paris, Grand Paris, Grand Paris. Et tous les autres, 2035, c'est voitures électriques. Écoutez-vous, messieurs, pour tout le monde. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est penser que, là, dans ceux qui nous écoutent, faut éviter Paris. Parce que, ok, c'est à Paris, mais Fabrice, tu sais bien que dès que Paris prend une mesure, Lyon suit, Grenoble suit, Bordeaux suit, Strasbourg va suivre aussi, bien sûr. Et puis je vous rappelle que ces zones de faible émission sur les métropoles, il y a Lyon, Grenoble, évidemment Alpes, métropole, la métropole du Grand Paris, bien sûr la ville de Paris, mais qu'arrive Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulon, Provence-Méditerranée, Toulouse, Méditerranée, Montpellier, Eurométropole de Strasbourg, et métropole Rouen-Normandie. Donc là, on n'est plus sur un sujet parisien. Mais bien sûr. Bonne nouvelle. Oui. J'ai eu des nouvelles du maire d'Othon du Perche. Il n'y aura pas de zone à faible émission. Voilà. Non, mais ce qui est en plus incroyable, et c'est dommage, on aura l'occasion d'en reparler, c'est que par exemple, pour revenir juste sur la zone du Grand Paris, on est d'accord, c'est pas la France. Il y a une ville qui est le petit village gaulois. Il y a une ville au milieu qui s'appelle Fontenay-aux-Roses. Qui, elle est là, et ben, elle n'est pas en zone en faible émission. Oui, mais Vélizy, il a réussi à se mettre à l'extérieur. Là, vous prenez le grand cercle, et au milieu, à l'intérieur de la 86. Il y a un petit truc à l'intérieur de la 86 qui est tout seul. Il donc, résiste. Allez rouler là-bas avec vos vieilles voitures. Vous restez avec nous, Gaulois messieurs. réfractaire. On parle de l'électrique dans quelques instants avec la vraie autonomie des véhicules électriques. C'est à suivre sur Sud Radio. Ça roule avec vous au 0826 300 300. Venez nous donner votre avis. Sud Radio ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Nous continuons de vous accompagner sur la route des retours, par exemple, ou vous qui êtes en train de préparer le dîner du dimanche soir, tranquillement à la maison. Ça roule dimanche 18h-19h. Je vous rappelle qu'à la fin de notre rendez-vous, dans maintenant un quart d'heure, vous avez la parole pour échanger avec Pierre Chasseret, évidemment de Sud Radio, mais DG aussi de 40 millions d'automobilistes. Vous avez envie de pousser un coup de gueule, de donner votre avis positif sur une politique actuelle ou pas. Je parle de route, politique routière. Vous nous rejoignez 0826 300 300. Mais tout de suite, Pierre, place à l'autonomie électrique. C'est toi qui as voulu ce sujet. Why ? Eh bien, c'est tout simple. En fait, j'ai testé la voiture électrique et j'en ai été très heureux. J'ai adoré la voiture électrique en urbain. J'ai découvert un véhicule, franchement, qui est ultra agréable. Cher. Pas accessible à tous, mais ultra agréable. Qu'est-ce que c'est agréable d'être dans une voiture électrique en ville, franchement. Et puis ensuite, vous sortez de la ville. Et là, c'est simple, hein. Regarde Laurence, t'as vu les cheveux, ça commence à partir. Eh bien, c'était là que j'ai commencé à me les arracher, parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on écoute une pub à la télé, et vous voyez que ça en ce moment, ouais, la nouvelle Zoé, jusqu'à 395 km d'autonomie, et ils sont tous pareils, jusqu'à. Eh bien, quand on gratte le ticket et qu'on regarde la véritable autonomie de ces véhicules, lorsqu'on lance le véhicule sur autoroute, autonomie divisée par 2 à peu près, Sylvain Resser. Journaliste spécialisé auto au Figaro Magazine, et pas seulement. L'autonomie des voitures électriques baisse avec la vitesse, surtout sur l'autoroute, passer 130 km/h, enfin à 130 km/h. Mais en fait, ce sont toutes les voitures
qui consomment. En fait, c'est de la physique. Mais c'est de la physique. Et en fait, on a l'impression qu'une voiture électrique consomme beaucoup plus qu'un véhicule à moteur thermique, mais en fait, c'est la même chose. Ah oui, non mais ça je suis d'accord. Le problème il n'est pas là, Sylvain. Le problème il est, Sylvain, qu'on achète une voiture partout, en se disant voilà, je fais, je sais pas moi, Toulouse 7 quand je vais à la plage, je vais prendre une voiture électrique en se disant bon j'ai large, j'y vais à 7. Et la réalité c'est qu'avec votre voiture électrique vous ne pourrez plus y aller. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez un microbus pour y aller à 7 ? Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer 7 dans une voiture, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer le problème quand vous serez dans la voiture électrique ? Vous l'avez acheté pour faire des économies de carburant, enfin d'électricité, parce qu'on vous a dit c'est 2 €, mais c'est pas 2 €, vous allez payer plus. Et ensuite, quand vous allez être sur autoroute et qu'il va falloir recharger, là, c'est des recharges au temps passé et ça coûte très cher, ça coûte quasiment 2 fois le plein de diesel. Donc c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous venez de dire là ? Alors c'est simple. Oui, concrètement. Là, parce que là, vous mettez un pavé dans la mare. Je la branche chez moi. Du sucre dans le réservoir. On vous dit ça coûte 2 € pour faire 100 bornes. Oui, ça coûte 2 € pour faire 100 bornes si on roule comme à 40 km/h. Hein. Sinon, non, il faut multiplier par 2, plutôt 4 €. Donc ensuite, ça c'est quand vous êtes chez vous. Donc effectivement, vous faites à peu près quelques économies. Lorsque vous êtes sur autoroute et que vous allez sur les stations de Vinci et autres, vous payez, vous branchez votre câble et vous payez au temps passé. 40 centimes la minute. Il faut 1 heure, un quart, 1 heure et demie. Je vous laisse faire le calcul. Je l'ai fait. Non, pas autant. Ça dépend si vous êtes branché sur une borne rapide. Ou... Non, je l'ai fait parce que le problème, Sylvain, c'est que ce qu'on te donne en kilowatts, le potentiel de la borne, c'est pas ce qui arrive. Et ensuite, quand tu recharges à 80%, ça va vite. Mais les derniers 20%, c'est long. Ah mais il ne faut pas attendre les derniers 20%. Alors, concrètement, il ne faut recharger qu'à 80%. Mais donc, parce qu'en fait, ça prend autant de temps de recharger les 20 derniers pourcents que les 80 premiers pourcents. Et pourquoi ? Techniquement, c'est très simple en fait, c'est la technologie, les batteries, à un moment ça fait entonnoir et puis il y a aussi le fait que tout dépend, la puissance de charge, elle va dépendre de elle va dépendre de la température de la batterie. En plus. C'est-à-dire que la batterie, elle a un fonctionnement optimal entre 20 et 30 degrés. Mais si vous rechargez sur une borne rapide, donc vous envoyez de l'électricité à une vitesse très élevée, donc ça va avoir tendance à échauffer la batterie, donc ça va réduire en plus... D'accord. Sauf que j'ai une question, le Sylvain, temps passé. Et c'est pour ça aussi que je suis content que tu sois là, parce que tu vas me répondre. Je comprends pas ça. Quand j'achète une voiture thermique, on me donne cycle mixte, tant de litres au 100, autoroute, tant de litres au 100, urbain, tant de litres au 100. Je le sais. On sait que ça dépasse. On sait qu'on va faire entre 10 et 20% de plus. Ok. Quand j'achète une voiture électrique, on me dit jusqu'à. Le problème du jusqu'à, c'est que c'est dépendant de la température qu'il fait dehors. Si tu prends ta voiture électrique, Laurence, un matin, il fait 0 degré, tu fais 10 km, tu perds 10% de batterie. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. C'est de la folie. Je voudrais comprendre pourquoi on n'a pas, au lieu d'avoir le jusqu'à qui est trompeur pour les gens, pourquoi est-ce qu'on ne met pas cycle mixte, cycle urbain et cycle autoroute ? Mais quand on regarde les fiches techniques détaillées des voitures électriques, en fait, il y a ces valeurs. Il y a exprimées en kilowattheure. Ah non. Le problème, c'est que pour les gens aujourd'hui, ça ne veut strictement rien dire de dire qu'une voiture fait 15 ou 16 ou 17 kWh au 100 km en cycle mixte, qu'elle fait tant en cycle urbain. Et donc aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Donc on donne des valeurs d'autonomie et de rayon d'action. Moyenne, quoi. Mais ça va évoluer et finalement, on va être obligé petit à petit de donner ces valeurs exprimées en kilowattheure. On les achètera moins. Comme on donne les valeurs d'une voiture thermique exprimées en litres. Justement, si je peux juste rebondir là-dessus. C'était pas prévu maintenant. Est-ce qu'on a quelqu'un qui attend au téléphone, les garçons, s'il vous plaît? Sur le moteur thermique, c'est la même histoire de la polémique qu'il y a eu sur les conditions réelles d'utilisation. Bon, mais on va accueillir tout de suite Jean-Pierre qui nous appelle de Montpellier, parce que Jean-Pierre est un peu pressé. Donc salut je vais Jean-Pierre. pas le bloquer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Oui. Moi, à côté de chez vous, hein. Moi, 7. Fallait venir. Pierre, on vous écoute, Jean-Pierre. Il y a toujours une bricole à faire à la maison. Alors, votre avis? J'ai essayé une Zoé sur 3 km. Après, Nissan m'a prêté une, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'électrique. La Leaf. Oui, voilà. Nissan Leaf. C'est la Leaf. J'avais l'œil rivé toujours sur la charge. Ouais. Donc, de Montpellier, j'étais à Bouzigues, la Grande Motte. Et j'avais l'œil constamment sur la charge. Et j'ai dit, oh là là,
Mais décidément, on était à côté. Voilà. Et alors, du coup. Et alors, la batterie? J'ai pas envie de la pousser, donc je suis rentré à la maison. En fait, vous êtes en train de nous dire, Jean-Pierre, que vous n'étiez pas à l'aise en conduisant une voiture parce que vous n'avez pas confiance dans son autonomie. Ah, pas du tout, parce que quand j'ai racheté un Aircross mazout avec boîte automatique, et là, quand je fais le plein, je fais 700 bornes. Ah, mazout, j'adore, mazout. Là, mais c'est ça, Jean-Pierre. Tu vois, Sylvain, ce que dit Jean-Pierre, c'est capital. Moi, ce qui me choque, c'est que dans l'histoire de l'auto, on a toujours amélioré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous a proposé des voitures qui permettaient de faire plus de kilomètres, plus d'autonomie. C'est l'histoire. Maintenant, on a des SUV qui proposent jusqu'à mais 1000 bornes avec un plein. Et là, pour la première fois, on nous propose et on nous envoie vers un truc à acheter qui est infoutu de faire 200 bornes sur autoroute. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la voiture électrique, il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge. Il y a des infrastructures qui sont en cours de construction. Donc, le problème, si vous allez sur l'autoroute avec une voiture électrique, effectivement, vous allez avoir l'œil rivé sur la consommation, parce que comme il n'y a pas des bornes partout, va falloir programmer votre parcours pour s'arrêter aux endroits où il y a des bornes. Sinon, 1 heure sur une station d'autoroute à chaque fois. Alors, ça dépend de la marque, hein. Non, sauf Tesla, effectivement. Mais là, faut allonger les billets. Hein. Donc le problème, il est là, c'est que les infrastructures sont encore un peu déficientes et qu'il n'y en a pas partout. Donc il faut, et c'est assez anxiogène. Jean-Pierre veut intervenir, puis après je voudrais aussi avoir l'avis de Fabrice. Oui. Jean-Pierre, on vous écoute. Vous rappelez des voitures à gaz il y a 25 ans? Ouais. Ah oui. Et moi, j'en avais loué une chez un grand loueur de Montpellier. Le réservoir faisait 43 à 46 litres. Je faisais 200 bornes avec. Hein. C'était les voitures à gaz, ça. Ouais, au début. Maintenant, c'est vrai que ça a changé. Mais c'est ce GPL. Oui, c'est GPL. Mais du coup, Jean-Pierre, aujourd'hui, vous faites partie de ces Français qui ne veulent pas acheter une voiture électrique. Vous êtes... C'est ridicule, hein. Mais pour l'instant, parce que en fait, Jean-Pierre, si demain il y a une innovation électrique qui permet de faire 600-700 bornes, on est d'accord, c'est top à conduire. Alors, Fabrice, il n'y a aucun souci là-dessus. Fabrice, mais le problème, c'est qu'on n'est pas là. Hein. Mais ça va arriver, ça va vite quand même. Fabrice Godefroy. C'est ce que je voulais dire, c'est que le véhicule électrique, on essaye de nous l'infuser aujourd'hui, alors que la technologie n'est non seulement d'ailleurs pas faite forcément en Europe, et ça c'est un autre problème industriel, mais faite principalement en Asie. Je rappelle quand même que toutes les batteries, 85% des batteries sont fabriquées en Asie, Chine, Corée et Japon. Ils nous annoncent quand même des usines à batteries en France. En Allemagne, il y en a. Ils nous annoncent des gros trucs en France aussi. On peut aussi dire l'inverse. La Dacia Spring fabriquée 100% en Chine, et la Smart qui est fabriquée actuellement en France va repartir en Chine. Donc on peut en reparler de ça. Mais au-delà de ça, la technologie va évoluer. De toute façon, on aura besoin justement au niveau industriel et en Europe d'avoir une nouvelle technologie beaucoup plus performante pour pouvoir passer un cap. Le problème, et j'en finis là-dessus, c'est sur les automobilistes, c'est que derrière, on achète actuellement des voitures électriques qui deviennent obsolètes beaucoup plus rapidement que sur le moteur thermique. Donc au niveau des ventes et de la revente de ces véhicules 100% électriques, c'est ça qui va poser un problème. On a un vrai sujet d'ailleurs sur la revente des véhicules. Ça va progresser vite sur le Sylvain Resser, sur l'autonomie des véhicules électriques. Et sur la technologie en général. Il est là le point. Et surtout, est-ce qu'on a le droit de se dire, tiens, j'ai acheté une voiture électrique aujourd'hui, effectivement, elle a fait le fameux jusqu'à 400 bornes et en fait, elle en fait 200. Est-ce qu'on peut espérer pour ces gens qui ont investi maintenant, qui ont joué le rôle, qu'on fait les bons citoyens, qu'on fait ce qu'on leur a dit de faire, elle va être dévaluée, cette voiture, vraiment très fortement dans les années à venir? En fait, tout dépend de la manière dont va vieillir la batterie. La batterie, si elle perd beaucoup de capacité, c'est sûr que à l'arrivée, si une voiture neuve est donnée pour 400 km et qu'au bout de 3-4 ans, la voiture, elle ne peut plus faire que 200 km, parce que la batterie, à force de recharger, ça c'est autre chose. Elle a perdu de la capacité, forcément sa valeur résiduelle va être très faible. Ce qui explique que les ventes d'occasion actuelles sur les voitures électriques, c'est vraiment ridicule. Enfin, ils n'arrivent pas à vendre leur voiture d'occasion. J'ai vu une voiture électrique, je suis allé la voir, je ne vais pas citer la marque parce que ça lui fera trop de mal. Cette voiture électrique, elle avait été utilisée depuis quelques années, c'est ce que nous dit Sylvain, c'est-à-dire qu'elle a été surutilisée, mais bon, voilà, c'est fait pour rouler une voiture, comme dirait Belmondo, une voiture c'est fait pour rouler. Et bien là, cette voiture n'était plus capable, et le vendeur me l'avait dit, elle n'est plus capable de faire 80 km. Mais qui va acheter ça? Mais personne. Ou alors il faut changer la batterie. Mais après les batteries sont recyclées et elles ont, on va dire, une autre vie. Sur ces voitures-là, c'est clair, une voiture où l'autonomie n'est plus que de 80 km. Sauf que la batterie, c'est la moitié du prix de la voiture. En même temps, les voitures de nouvelle génération, les voitures électriques qui arrivent sur le marché, qui sont commercialisées aujourd'hui, il n'y a plus ces problèmes-là de réduction de la capacité. Je vais réussir à la placer.
on a un vrai problème sur les voitures d'occasion électriques qui ne se revendent pas. Je suis pas si sûr en fait. Je pense que ça commence. Pour l'instant, ça le dépend marché de est trop quel faible type pour de s'en rendre véhicule, compte. mais effectivement, le marché est encore trop faible. Mais c'est par la suite. Pour l'instant, on est à 6,5-7% des ventes en 100% électrique. Donc pour l'instant, le parc roulant, ça doit être quoi, 1%, même pas. Bon. Donc moi, pour l'instant, on s'en rend pas vraiment compte. Je rêve d'un monde, Laurence, où on expliquera à tout cela. Pour celui qui nous écoute, il doit se dire, c'est pas possible, ils en ont après le véhicule électrique. Non, je veux revenir dessus. Le problème, c'est que tout est question de choix. C'est comme quand on hésite entre un diesel et une essence, eh bien, c'est pas la même utilisation. Eh bien là, c'est la même chose. Un véhicule électrique, pour le moment, à moins que vous ayez les moyens d'investir beaucoup d'argent pour avoir un véhicule qui a une Mercedes vient de sortir une voiture. Voilà, elle est magnifique. Qui a près de 800 km d'autonomie. Mais bon, c'est une batterie de plus de 100 kWh, donc c'est une batterie énorme, c'est la plus grosse du marché. Mais c'est quand même une voiture à près de 140 000 euros. Voilà. Vous l'avez testé, Sylvain Oui, et la voiture, en fait, ce qui fait qu'elle a une autonomie aujourd'hui record sur le marché, c'est qu'elle a un CX aérodynamique très performant, même record. Ils sont à 0,20. Ça, c'est le coefficient d'aérodynamique de en fait, pénétration dans l'air. la solution, elle est là. Il faut faire des voitures très efficientes en termes d'aérodynamique. Vous l'avez déjà écrit, votre papier, sur l'essai de cette voiture? Oui. Alors, en quelques mots, là, votre sensation d'homme expert en fait, et d'amoureux des voitures. Parce que... c'est une voiture de taille équivalent à une classe S. Le luxe à l'intérieur, c'est classe S. Il n'y a plus de bruit parce que c'est le propre de l'électrique. Et les sensations de vibration et puis ça pousse très fort parce que vous avez un moteur de plus de 300 chevaux. C'est assez fabuleux. Mais en même temps, ce sont des voitures avec une batterie de 107 kWh. C'est une voiture qui fait près de 2,5 tonnes. Bref, l'électrique populaire aujourd'hui, c'est un véhicule urbain uniquement. Et si vous avez les moyens de vous payer le rêve, eh bien, on peut aller vers ce type de véhicule. Non, mais 140 000 euros, moi j'achète une maison, un appartement. Moi aussi. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Mais enfin bon, voilà. C'est la preuve que c'est en train d'évoluer, puisque ce qui coûte 140 000 aujourd'hui, à un moment ou à un autre, ce sera plus bas. Pour ils ont présenté hier au salon de Munich, Mercedes a présenté la petite sœur qui s'appelle EQE, qui est un peu plus petite, avec une batterie un peu plus petite, mais ils annoncent quand même 660 km. Et le prix à peu près celle-là ça va être entre 80 et 90 000 euros. De toute façon, on y vient. De toute façon, l'Europe, la Commission européenne a fixé la date 2035 pour la fin des moteurs thermiques, essence et diesel pour la vente. Donc on ne pourra plus les acheter. C'est une autre histoire. Et donc maintenant, il y aura du 100% électrique ou peut-être de l'hydrogène qui était aussi une solution. Alors a priori, l'hydrogène, pas pour les voitures particulières. Je vais vous débrancher l'électrique. Ils sont exceptionnels. Je vous débranche. Et les carburants de synthèse, ça serait intéressant. Et on en reparlera parce que de toute façon, des grosses ZFE en 2024 où 80% du parc actuel ne pourra plus rouler, on sera sans doute obligé de rouler en électrique. Et ben voilà, c'est peut-être ça qu'on aura, une petite Mercedes. 140 000 euros. On roulera au nucléaire et au charbon. À suivre. Pour conclure notre rendez-vous, ce nouveau rendez-vous que l'on vous propose dans Ça roule, où vous êtes les bienvenus à venir débattre avec Pierre Chasseret sur tout ce que vous pensez de la route aujourd'hui et de ce qu'on nous impose. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Allez, vos sujets sont attendus, 0826 300 300. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés à la fin de notre rendez-vous. J'espère que vous passez un bon moment. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous vous inscrivez tout de suite au 0826 300 300 si vous voulez interagir avec Pierre Chasseret. Bien sûr de Sud Radio, mais aussi DG de 40 millions d'automobilistes. Et vous voulez laisser des réactions, rendez-vous sur la page Facebook de Sud Radio. Nous voici arrivés dans un rendez-vous que nous avons appelé En route vers les présidentielles. Vous venez échanger toutes vos idées sur l'antenne de Sud Radio et on accueille tout de suite Pascal qui nous rejoint du Lot-et-Garonne. Bonjour Pascal. Bonjour à toute l'équipe. Eh bien, oui, moi je suis prêt à expliquer pas mal de choses concernant la route. Oui, salut Pascalito. Alors on commence, on y va. Alors, premier sujet. Qu'est-ce qu'il y a comme coup de gueule déjà ? Alors, au niveau du coup de gueule, pour moi, en tant qu'ancien chauffeur de car, maintenant je ne conduis plus suite à un accident de voiture très grave malheureusement, mais j'ai été, depuis l'année j'ai arrêté en 2019,
j'ai traversé pendant plus de 4 ans et demi la vallée du Lot. Donc je dis la vallée du Lot, c'est pas la départementale, hein, c'est vraiment les petits chemins. Bon, je vais pas donner le nom des mairies parce que c'en est pas lieu, mais c'est pour dire au nombre total de dodanes que nous traversions avec un car. Mais pour moi, c'est même plus des dodanes, c'est des trottoirs, c'est des casses d'eau, quoi, non réglementaires. 2 dodanes sur quoi, même pas 200 mètres de long. Je veux bien qu'on réduise la vitesse, je suis pas contre, mais nous, en tant que chauffeurs professionnels, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les chauffeurs de car, les routiers, les ambulanciers, les taxis. Pascal, vous savez, Pascal, quand est-ce que j'ai pris conscience que le dodane pouvait être vraiment traumatisant au sens santé pour quelqu'un? C'est quand ma compagne était enceinte vraiment au bout, hein, autour de 7-8 mois. Là, à chaque fois qu'il y avait un dodane, elle me disait s'il te plaît, je t'en prie, vas-y, ralentis vraiment. Et je l'ai passé au pas parce que c'était extrêmement compliqué. Et je crois qu'on se rend pas compte. C'est vraiment un truc de mec, ça, de poser un dodane comme ça dans une ville. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes une femme, vous faites pas ce genre de bêtises-là, hein. Enfin, par Hidalgo. En même temps, bon, là, c'était la vallée du Lot, mais là, pas bien loin de chez nous. Bon, moi, je suis à Blanquefort-sur-Bouillon, c'est un très beau village où il n'y a pas de dodane, où justement, Madame le maire a eu d'autres idées pour faire ralentir. Dans un autre village, la Capelle-Biron, où il n'y a pas de dodane, parce que Madame le maire, là aussi, a fait le nécessaire pour que ça Madame ralente. le maire. Voilà, et là, Pascal, j'ai ma question pour vous, parce que moi, j'aime bien me nourrir un petit peu de toutes ces opinions. Vous me dites, le dodane, elle a trouvé d'autres solutions. Alors moi, j'en ai dans la besace, chez 40 millions d'automobilistes, bien évidemment, mais proposez-moi quelque chose qu'on pourrait proposer aux candidats à la présidentielle pour faire ralentir, parce que mettons-nous à la place de celui qui habite dans un village et qui voit des fous furieux passer. Je vais vous le dire tout simplement. Quand vous êtes sur la départementale 21 à l'arrivée de Condezaigue, il y a un petit village, j'ai plus trop le nom en tête, hein. Ça fait des années qu'ils n'ont pas de dodane, mais ils ont mis des feux rouges. C'est-à-dire que quand vous arrivez trop vite dans le village, ça passe au rouge. Ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est la meilleure idée. Et alors moi, j'ai une autre proposition à faire. J'ai vu ça dans des villages en Normandie où ce sont on rétrécit la route au moment de la rentrée sur le village. C'est-à-dire que ça marche. Ça marche très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un trottoir, comme une chicane, mais de 2 côtés. Ce qui fait que vous êtes obligé vraiment de ralentir, et ça marche super bien. Alors le bon côté, Laurence, c'est que ça crée du stationnement. Là où on pose chicane dans les villes, on en profite pour créer du stationnement. Qu'il n'y a pas d'électricité pour les feux rouges. C'est aussi le deuxième bon point. Et j'aime beaucoup cette solution. Le petit problème, c'est que quand on touche à cette configuration routière, on crée quand même des ralentissements, réaccélérations qui ne sont pas très agréables pour les habitants en principe. Après, ils ne sont pas si contents que ça. Il y a un truc qui marche très bien. J'ai tiré ça d'une expérience en Angleterre. Ça s'appelle, attention, écoutez bien l'accent nul, je ne m'en souviens plus, les French Avenue. Le phénomène de la French Avenue. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Eh bien, c'est quand visuellement, vous réduisez l'espace visuel sur le principe des grandes routes françaises où on a les platanes sur les côtés, parce que quand vous donnez la sensation aux gens que la route est moins large, ils ralentissent. Oui, c'est vrai. D'où la possibilité de mettre des jolies fleurs sur certains trottoirs ou sur les bords de route. C'est joli, ça fait ralentir. Des marquages au sol pour donner l'impression que vous êtes affecté dans une voie de circulation. Hop, ça fait ralentir d'entre 3 et 6 km/h. Bref, ce sont que des petits jeux visuels. Ces jeux visuels n'handicapent personne et ça fait ralentir. Baptiste, vous savez, qui réalise notre émission, qui me dit, tu sais ce qu'on faisait? Il me tutoie. Ouais, mais lui, il vient de Grenoble, alors. Ce qu'il faisait avec son école, écoutez bien, Pascal, c'est qu'ils avaient travaillé sur des projets de dodane qui remontaient en fonction de la vitesse d'arrivée. Donc, c'était extrêmement électronique et un peu futuriste. Mais en fonction de la voiture qui arrivait, le dodane. Le mec qui vient à 180, montait. Il a un mur. Il n'y a plus. C'est ça. De toute façon, tu n'as pas besoin de rouler à 180. Moi, je trouve pas ça ridicule. Après, c'est vraiment technologique, mais c'est pas si ridicule que ça, en fait. Non, mais vous voyez, Pascal, moi, j'aime bien aussi cette idée. Elle est à voir. C'est intéressant. Un feu récompense. Toutes les idées sont à prendre. Bien sûr, toutes les idées sont à prendre. Mais bon, c'est quand même. Je veux dire, là, il y a une immense avenue qui s'est faite dans un village. Encore une fois, je ne donnerai pas le nom, mais quand. Si, allez-y. Les autres. On parle vrai. Fumel, la grande avenue de Fumel, l'avenue de l'usine de Fumel, a été entièrement refaite. C'est merveilleux. Franchement, c'est propre, c'est nickel. Il y avait l'ancienne usine qu'ils n'ont pas pu détruire pour des raisons financières, mais ils ont refait l'avenue. C'est magnifique. Mais ils nous ont mis des dodanes, c'est des casses d'eau. Et ça vient d'être fait il n'y a même pas un an, quoi. Moi, Donc, monsieur le maire n'a pas réagi en disant stop. Attendez, mettez les réglementaires.
Et vous allez voir les gens qui habitent juste à côté du dos-d'âne, ils vont terminer dans le bureau du maire parce que c'est insupportable d'habiter autour d'un dos-d'âne. Insupportable. Puis, bien sûr. Non, bien moi, sûr. ce que je comprends. Oui, excusez-moi, Pascal, juste, je pense que vous réagirez à ça. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait quand même des mois et des années qu'on parle des problématiques des dos-d'âne et il n'y a rien de fait, alors qu'il y a même des associations qui gagnent leur procès. Oui, mais c'est parce que justement, le débat est pollué par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les combats de ces associations, la plupart, c'est des gens qui veulent rouler un peu trop vite d'ailleurs, c'est qu'au final, on finit par être anti-ralentisseurs. D'ailleurs, ça donne cette sensation-là. Donc, ils sont présentés comme des gens qui veulent rouler toujours plus vite. Ce qu'il faut, c'est apparaître intelligible auprès des pouvoirs publics aussi. Si vous allez voir le maire en déposant une plainte contre lui, même si vous gagnez, il va faire quoi derrière ? Eh ben, il va en remettre 10 réglementaires, mais il en mettra 10 quand même. Donc, ce qu'il faut, c'est être intelligent, travailler avec l'Association des maires de France. Et pour ça, eh bien, Pascal, on a une petite opération dans la besace chez 40 millions. Ben, c'est bien. Et évidemment, on va aller dessus. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Pascal, d'être intervenu. Merci et puis chapeau pour l'émission parce que je l'écoute régulièrement et je pense que je vais prendre mon inscription à 40 millions d'automobilistes. Eh ben vous avez ça bien me fait plaisir, mon raison. Pascal. Eh ben voilà, Pascal, vous faites hyper attention à vous puisque la route vous a abîmé, donc vous en connaissez les dangers. Vous êtes prudent. On le dira aussi Pascal, pour tous ceux qui sont sur la route. En fait, mais non, arrête. Ton frère, je crois que son prénom commence par un K, mais ouais, c'est un peu ça. Merci à vous tous. Merci à notre ami Sylvain Resser du Figaro qui est venu nous voir. Merci notre ami Fabrice Godefroy, expert mobilité pour 40 millions d'automobilistes. Pierre, on se retrouve dimanche prochain ? Ouais, on va voir. Ah mais c'est bien sûr que si, mais je compte sur toi. Bien sûr que je serai là à partir de 18h. On ne se débarrasse pas de Pierrot comme ça. Ah non. Et puis je vous rappelle donc notre rendez-vous. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au 0826 300 300 pour interagir comme Pascal vient de le faire en route vers les présidentielles. C'est le nouveau rendez-vous de Ça roule à 18h45 tous les dimanches.